et bienfaiteur de Campagne Québec-Vie, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui s'intitule « Préparer la société chrétienne de demain ». Qu'est-ce que je voulais dire par l'expression « société chrétienne de demain » ? Il y a deux sens à peu près que je peux y voir. Le premier sens, on pourrait l'appeler le sens eschatologique. Alors, il y a la société chrétienne, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur terre à la fin du temps. Et celle-là, il ne faut pas la préparer, mais se préparer pour elle. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est celle plutôt qui est temporelle. Ce qu'on a déjà appelé la chrétienté. Elle n'est plus aujourd'hui, mais rien ne dit qu'elle ne peut pas revenir sous une forme ou une autre. Alors c'est cette chrétienté de demain, ou un semblant d'elle, c'est ce que nous voulons dire principalement par société chrétienne de demain. Qu'est-ce qu'une chrétienté? En gros, c'est une société régie par les évangiles, où l'autorité de trancher sur des questions de foi et de morale appartient à l'Église. Le gouvernement, et tous les gouvernements allant du mondial, fédéral, provincial, municipal, les conseils d'établissement divers, les associations, les gouvernements, donc, ont à mettre en œuvre de façon prudente les principes tirés des données de la foi, fidèlement transmises par l'Église. Voilà la chrétienté, ni plus ni moins. Alors, préparer cette chrétienté, comment pouvons-nous faire? Aujourd'hui, nous allons présenter trois facettes concrètes, trois angles d'approche vers une chrétienté. Notre première présentation par l'historien Jean-Claude Dupuis, que presque tout le monde ici connaît bien, sera sur la vie et la pensée de l'économiste catholique et nationaliste François-Albert Manger, qui est décédé en 2003. Donc, on pourrait dire un économiste contemporain qui posa les bases d'une vision chrétienne de l'économie. Notre deuxième présentation par Arpad Nagy, mon collègue directeur des opérations politiques de Campagne Québec-Vie, sera sur la Hongrie du Premier ministre Viktor Orbán, comme exemple rare d'un pays contemporain voulant ressembler quelque peu à la chrétienté d'autrefois, par une certaine rupture avec les principes libéraux et par son projet de promotion des valeurs chrétiennes et sa protection de la vie et de la famille. Finalement, je présenterai moi-même le projet d'une première marche pour la vie à Québec, pour le samedi 1er juin de cette année, devant l'Assemblée nationale, comme anticipation et manifestation de la société chrétienne de demain. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le premier présentateur. Pour les fins de la vidéo, je vais lire sa biographie que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Né en 1961, Jean-Claude Dupuis a étudié à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Diplômé en histoire, en droit et en pédagogie, il fut procureur de la Couronne pendant quelques années avant de faire une maîtrise sur l'action française de Montréal et un doctorat sur Monseigneur Elzéar Alexandre Tacheron et le catholicisme libéral au Canada français. Spécialisé en histoire intellectuelle et religieuse du Québec des 19e et 20e siècles, il a présenté plusieurs communications dans les sociétés savantes et publié des articles dans diverses revues. Il a aussi été chroniqueur pour Campagne Québec-Vie. Veuillez accueillir M. Jean-Claude Dupuis.
Alors, je vous souhaite la bienvenue. Nous savons d'expérience qu'il est difficile de faire une vie chrétienne dans le monde actuel et souvent pour des raisons d'ordre matériel, même d'ordre économique. En fait, si on voulait reconstruire une société chrétienne, il faudrait repenser tout notre système économique. Et à cet égard-là, on pourrait s'inspirer des travaux d'un grand économiste catholique, François Béranger, que je vais vous présenter aujourd'hui. François Béranger a été l'une des plus brillantes figures de l'histoire intellectuelle du Québec. C'était un défenseur de la doctrine sociale de l'Église et aussi du nationalisme canadien-français. Il était très connu en son temps, il participait à tous les débats publics, mais malheureusement, il est aujourd'hui tombé dans l'oubli. Je dois dire que j'ai eu la chance de connaître personnellement François Béranger, j'ai discuté beaucoup avec lui, et je dois vous dire que c'est certainement un des hommes les plus brillants que j'ai rencontrés dans ma vie. Heureusement, François Béranger a été ramené un peu à la mémoire par une thèse de doctorat qui a été faite récemment à l'Université de Sherbrooke par Jean-Philippe Carlos. Alors, il a publié sa thèse sous le titre « François Béranger, le rebelle traditionnaliste ». Angers a été professeur à l'École des hautes études commerciales de 1937 à 1974. Il a été aussi économiste de la Chambre de commerce de Montréal, directeur de la revue DHEC, l'actualité économique. Il a été expert à la Commission royale d'enquête Tremblay, qui étudiait les relations fédérales provinciales dans les années 50, président de la Ligue d'Action nationale, directeur de la revue L'Action nationale et aussi président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Pour résumer la pensée d'Angers, il était pour le corporatisme, le coopératisme, la pédagogie classique, la langue française, l'indépendance du Québec. Il était contre les collègues, la centralisation fédérale, l'État-providence, le libre-échange commercial. Sa pensée économique rejetait autant le capitalisme que le socialisme. Angers était le fils d'un médecin de l'Amalbé, dans la région de Charlevoix. Il a fait des études primaires brillantes, ça a toujours été un premier de classe, mais il n'a pas pu faire un cours classique parce qu'il y avait un problème de vision, un problème ophtalmologique. Et donc, il a dû se résigner à faire un cours de comptabilité par correspondance qui était dispensé par l'école des HEC. Finalement, son problème de vue s'est avéré moins grave que ce que les médecins s'attendaient et il a pu continuer ses études à Montréal. Il avait impressionné ses professeurs par la qualité de ses travaux et il va obtenir une licence en études commerciales DHEC en 1934. Dans sa jeunesse, il avait milité dans l'Action catholique de la jeunesse canadienne-française, un mouvement qui avait été fondé, entre autres, par Lionel Gros. Mais François Béranger n'était pas un disciple de Lionel Gros au départ, et se rattachait plutôt au nationalisme pan-canadien, fédéraliste et biculturel de Henri Bourassa, plutôt qu'au nationalisme intégral et séparatiste de Gros. En fait, Angers va se rapprocher des idées de Gros un peu plus tard dans les années 40, mais c'est seulement à la fin des années 60 qu'il va adhérer à l'idée d'indépendance du Québec. Les professeurs qui l'ont le plus marqué au HEC, c'est Édouard Montpetit. Édouard Montpetit a été le premier véritable économiste au Québec. Il était plutôt libéral, mais favorable à une certaine intervention de l'État. En 1932, il avait présidé une commission d'enquête qui recommandait au gouvernement provincial de créer des programmes d'assurance sociale. On était à ce moment-là en pleine crise économique. Mais celui qui a été le véritable maître à penser de François Béranger, c'est plutôt Esdras Mainville, qui lui était franchement un économiste catholique. Mainville avait rédigé en 1933 un programme de restauration sociale qui entendait appliquer dans le contexte du Québec les principes de l'encyclique de Pie XI, Quadragesimo Anno, sur la question économique. Alors, il recommandait, il est en faveur du corporatisme, du coopératisme, du retour à la terre et aussi de la nationalisation de l'hydroélectricité. Le directeur des HEC, Henri Lauré, à ce moment-là, il était d'origine belge, parce qu'on n'avait tellement pas d'économistes au Québec. Au départ, on allait les chercher en Europe. Alors, il voulait faire de François Béranger un membre de son corps professoral et il a réussi à obtenir du gouvernement provincial une bourse d'études pour qu'Angers aille étudier à l'étranger. C'était très rare à l'époque. Lauré, qui était plutôt de tendance libérale, voulait envoyer Angers
au Business School de l'Université Columbia à New York. Mais Édouard Montpetit et Esdras Mainville ont insisté pour que Angers aille plutôt étudier à l'École libre des sciences politiques à Paris, qui était une école, une université catholique, et où il y avait plusieurs professeurs qui étaient dans la lignée de la doctrine sociale de l'Église. Alors Angers va étudier à Paris de 1935 à 1937. Il fréquentait la librairie qui s'appelait Le Divan et qui était un lieu de rencontre des militants de l'Action française. Il a assisté à des conférences de Charles Maurras, mais il n'a pas vraiment été séduit par les idées royalistes de Maurras. Angers s'inscrivait plutôt dans le sillage du philosophe personnaliste Emmanuel Mounier. Alors, le personnalisme est une curieuse doctrine, ça, qui a eu beaucoup d'influence au Québec, en France, et autant sur les hommes de droite que sur les hommes de gauche. Alors, c'est assez curieux. Mais il faut savoir que François-Albert Angers était très éclectique. En fait, il s'intéressait à tout, il allait partout. Il a suivi encore des activités du Parti nationaliste breton, qui était de tendance fasciste, et il allait aussi dans les réunions du Parti communiste français. En fait, Angers a toujours dit qu'il y avait, sur le plan économique, des choses à tirer de Karl Marx. En 1937, il soutient sa thèse de doctorat sur la concentration des entreprises au Canada, la concentration financière des entreprises au Canada. Son directeur était André Sécurel, un protestant libéral, mais le professeur le plus marqué à Paris, c'était François Pérou, un économiste franchement catholique. Et aux yeux d'Angers, François Pérou était le plus grand économiste au monde. Et aux yeux de François Pérou, le plus grand économiste, c'était Esdras Mainville. D'ailleurs, quand il va prendre sa retraite, Angers va publier les œuvres complètes de Esdras Mainville en 12 volumes. Angers a fini premier de classe à l'École des sciences politiques de Paris, ce qui n'est pas un mince exploit quand on connaît le niveau académique de cette institution à l'époque et encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui, ça s'appelle Sciences Po, même si ce n'est plus catholique, évidemment. Lorsqu'il revient au pays, François-Albert Angers est pratiquement le seul économiste au Québec. Il n'est pas le seul. Hein. Le premier diplômé de sciences économiques au Québec, c'est un jésuite, le père Émile Bouvier, qui avait fait un doctorat à l'Université Georgetown à Washington en 1932. Mais Angers était donc presque le seul, et il était évidemment sollicité de toutes parts. En 1938, Esdras Mainville remplace Henri Lauré comme directeur de l'école des HEC. C'est parce que Maurice Duplessis avait gagné les élections de 1936 et à cette époque-là, l'habitude c'était de remplacer les rouges par des bleus. Alors Lauré était plus proche du Parti libéral, il a été remplacé par Mainville. Mainville n'était pas vraiment un bleu, n'était pas vraiment un militant de l'Union nationale, mais Duplessis le considérait quand même comme un allié. Il en avait fait son principal conseiller économique. Mais en réalité, Mainville était plutôt un nationaliste indépendant, type de Lionel Groulx. D'ailleurs, c'est Mainville qui va rapprocher Angers de Lionel Groulx. Par contre, Maurice Duplessis n'était pas François-Albert Angers, il appelait la tête croche à Angers. Pourquoi? C'est assez curieux, mais je pense que c'était par partisanerie politique. Pour Maurice Duplessis, un honnête homme se devait être un bleu ou un rouge. Et comme Angers n'adhérait à aucun des grands partis, finalement, ça ne cadrait pas dans la vision que Duplessis se faisait. Angers a toujours soutenu la politique conservatrice de Duplessis, sa politique d'autonomie provinciale, mais par contre, il était très critique par rapport à sa politique économique. Il la considérait trop favorable aux investissements américains, surtout dans le domaine des ressources naturelles. En fait, pour Angers, les universitaires devaient rester non partisans. Ils devaient, dans la société, jouer le rôle de sage, de gardien du bien commun et de l'intérêt public. Alors, Angers, même s'il est devenu indépendantiste à la fin des années 60, n'a jamais adhéré au Parti québécois au temps de René Lévesque. D'une part parce qu'il va garder son statut d'intellectuel indépendant, mais aussi parce qu'il se méfiait des tendances socialistes de René Lévesque. Et il ne lui pardonnait pas, notamment, d'avoir nationalisé l'hydroélectricité
tard. Mais finalement, Angers va quand même adhérer au Parti québécois en 1994. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il était à la retraite depuis longtemps. Et c'est là aussi que le chef du Parti québécois, Jacques Parizeau, qui va devenir premier ministre, c'était un de ses anciens étudiants. Angers avait dirigé Jacques Parizeau à l'École libre des sciences politiques de Paris en 1953, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore quelques professeurs catholiques qui y enseignaient. Mais en 1956, Parizeau a décidé de continuer au London School of Economics, où régnait l'influence des disciples de John Maynard Keynes, c'est-à-dire l'influence libérale et même l'influence socialiste. Parizeau estimait qu'un diplôme français de sciences politiques, ça n'avait pas assez de prestige aux yeux des anglo-saxons. François Béranger, qui a toujours été un défenseur de la tradition française, lui a reproché ce choix-là, mais les deux hommes ont gardé un respect mutuel de toute leur vie. Voyons maintenant comment Angers concevait l'économie. Alors, il disait que l'économie doit être au service de la personne humaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est pas simplement au service matériel de la personne humaine, mais surtout au service spirituel. En fait, en un mot, Angers disait qu'il fallait construire une société économique qui favorise le salut des âmes. Il reprochait à l'État-providence de dépersonnaliser, de déresponsabiliser les individus. Et en déresponsabilisant les individus, à force de vouloir trop les protéger, bien sûr, on finit par brimer leur liberté et par réduire leur dignité humaine. Angers était favorable au principe catholique qu'on appelle de la subsidiarité du rôle de l'État. C'est-à-dire que l'État doit intervenir seulement lorsque personne d'autre dans la société, aucun corps intermédiaire, est capable de faire le travail. Qu'est-ce qu'on entend par corps intermédiaire? Il s'agit d'organisations sociales qui sont entre l'individu à la base et l'État au sommet. Alors, par exemple, la famille, c'est un corps intermédiaire, une communauté locale, une coopérative, une entreprise privée, une association de loisirs. Alors, c'est toutes sortes de corps intermédiaires. Et si eux sont capables de remplir les fonctions, l'État doit les soutenir, les encourager, peut-être même les aider financièrement, mais il ne doit pas agir à leur place. Le rôle de l'État, c'est de permettre aux gens d'agir eux-mêmes et non pas d'agir à leur place, comme c'est le cas dans l'État monopole que nous connaissons maintenant. Angers précise toujours que l'économie arrive au bas de l'échelle des valeurs sociales. La valeur première, c'est bien sûr la religion. En deuxième place, la culture. En troisième place, la politique. Alors ici, on parle de l'État, mais on peut rentrer aussi là-dedans le patriotisme. Et finalement, l'économie arrive en dernière classe. Mais on peut se demander, est-ce que le capitalisme ne pourrait pas répondre aux exigences de responsabilité et de liberté que disait François Béranger? À première vue, peut-être, mais pour Angers, non, ce n'était pas le cas. Alors, Angers faisait remarquer que le capitalisme, c'était une idéologie, une doctrine qui était apparue à la fin du XVIIIe siècle dans le cadre de la philosophie des Lumières. Or, la philosophie des Lumières était au départ matérialiste, beaucoup plus que spiritualiste. Alors déjà, il y avait un défaut dans le capitalisme, mais surtout, c'est que le capitalisme, tel qu'il a été défini par Adam Smith, et en fait les grands principes qu'on en retient encore aujourd'hui, la libre entreprise, la libre concurrence, la loi du marché, tout ça. Alors, ça fonctionnait dans la première phase du capitalisme, qui va de 1775 à 1850, à l'époque du capitalisme artisanal, où un self-made man qui était dynamique, qui était entrepreneur, qui avait le sens de l'initiative, pouvait se bâtir une entreprise convenable et faire avancer la société. Mais ce capitalisme est mort dès 1850. En fait, le capitalisme dont parlait Adam Smith et dont parle la plupart des théoriciens du capitalisme, il n'existe plus depuis 1850. Il a été remplacé par le capitalisme industriel, c'est-à-dire des grandes entreprises anonymes qui ont tendance à réduire l'ouvrier au stade de
de travailleurs atomisés, si on peut dire. Au 20e siècle, on passe à un autre stade du capitalisme, le capitalisme monopolistique, avec la concentration des entreprises. Alors finalement, quand on dit le capitalisme, on ne devrait pas dire le capitalisme, on devrait dire les capitalistes. Mais c'est comme si le discours des économistes était resté bloqué au capitalisme tel qu'il était vers 1800, qui ne se serait pas adapté à l'évolution réelle de la civilisation industrielle. C'est ce que Anger reprochait aux économistes libéraux. En fait, c'est la même chose pour le marxisme. Alors, vous pensez à le discours, le discours de l'idéologie marxiste aujourd'hui, tout le monde admet que c'est déphasé par rapport à la réalité. Hein, quand on vous parle de l'exploitation du prolétariat, de la misère ouvrière, et tout ça, écoutez, un pauvre aujourd'hui qui est plus riche qu'un riche du Moyen-Âge. Le discours de Karl Marx ne correspond plus tout à fait à ce qu'on voit autour de nous. Mais ça, on se rend pas, et ça, tout le monde l'admet pour le communisme. Mais on ne se rend pas compte que pour le capitalisme, c'est la même chose. La libre entreprise, la loi du marché, le self-made man, la possibilité que tout le monde arrête de devenir riche s'il travaille fort, ben, c'est un mythe autant que les mythes marxistes. Le capitalisme a été fortement remis en question par la crise économique de 1929. Alors, de tous côtés, on le critiquait et les catholiques, eux, proposaient la solution qu'on appelle le corporatisme social. En fait, les catholiques, je m'excuse, avaient critiqué le capitalisme depuis assez longtemps. Ceux qu'on appelait les catholiques sociaux critiquaient déjà le catholicisme sauvage du 19e siècle, dès les années 1820. La critique du capitalisme par l'Église catholique a commencé 20 ans avant la critique du socialisme. Les premiers socialistes apparaissent à peu près en 1840. Mais les catholiques critiquaient déjà le capitalisme dès 1820. Et la doctrine des catholiques sociaux a été résumée par l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII en 1891. Alors le pape disait à ce moment-là que le droit de propriété, c'est bien, oui, c'est un droit naturel, un droit divin. Il disait que l'inégalité sociale, ça faisait partie du plan de Dieu, c'était voulu par la nature et que ça donnait l'occasion aux gens de pratiquer la charité et l'humilité. Mais ces deux principes ne justifiaient pas ce que le pape appelait la misère imméritée du prolétariat. Alors Léon XIII reconnaissait aux catholiques le droit de constituer des syndicats. Les syndicats catholiques, par opposition aux syndicats socialistes, hein, qui eux autres prônaient la révolution. D'ailleurs, le syndicalisme catholique va être très développé au Québec à partir de 1900. Mais à plus long terme, il disait qu'il fallait faire renaître les anciennes corporations de métiers qui avaient été supprimées par la Révolution française pour rétablir la stabilité économique et la justice sociale. L'encyclique du pape Pius Quadragesimo à nous, en 1931, on est alors en pleine crise économique, ben, elle va plus loin. Alors, elle dit que le capitalisme libéral a carrément fait faillite, que le socialisme est une solution encore pire, et donc il faut se tourner vers l'organisation corporative pour rétablir l'ordre social. Pius dénonce la dictature financière. Il reconnaît à l'État le droit et même le devoir d'intervenir dans l'économie et il reconnaît le droit de nationaliser certaines industries stratégiques. Au Québec, on s'appuyait beaucoup sur les nationalistes au Québec s'appuyaient sur cette encyclique pour militer en faveur de la nationalisation de l'hydroélectricité. Mais maintenant, c'est quoi le corporatisme? Alors, l'idée principale du corporatisme, c'est l'idée de la collaboration des classes sociales. Les capitalistes, eux autres, ce qu'ils nous disent, c'est la société, c'est la lutte de tout le monde contre tout le monde. C'est l'individualisme qui est à la base. Les socialistes, eux autres, veulent au contraire égaliser tout le monde. Le corporatisme essaie de concilier les classes sociales en se disant, au fond, les mêmes régionales. Si on peut acheter nos choses dans la région, ben c'est encore mieux que si on peut les acheter dans la région d'à côté. Elle doit favoriser aussi la petite et moyenne entreprise. Anger disait que
à moins qu'on puisse prouver qu'il y a de véritables économies d'échelle dans une concentration industrielle, il fallait toujours favoriser la petite et moyenne entreprise. Exemple classique, pensez à McDonald's, une chaîne multinationale qui fait des patates frites et des hamburgers. Est-ce que ça prend une technologie au niveau international pour faire des patates frites et des hamburgers? Est-ce que ça ne pourrait pas être le genre d'entreprise qui restait au niveau familial? La corporation a ses dirigeants qui sont élus, non pas au suffrage universel comme en démocratie, mais par les organismes qui constituent la corporation. Ce sont donc des gens qui viennent du métier, qui s'occupent uniquement des problèmes relatifs à l'industrie, donc qui ont les compétences. Alors, ça n'a rien à voir avec les fonctionnaires désincarnés ou les politiciens verbomoteurs qui nous dirigent. Les tâches de l'État sont privatisées, mais non pas privatisées au sens où quelqu'un comme Éric Duhem, par exemple, au Québec, nous dirait, non pas privatisées entre les mains d'entreprises à but lucratif, mais plutôt entre les mains d'organisations communautaires à but non lucratif, en fait, la corporation. Bien sûr, l'Église joue un rôle important dans une société corporatiste, non seulement en tant que corps intermédiaire, parce que si, par exemple, vous avez une communauté religieuse, il y a des écoles, c'est un corps intermédiaire, ou une communauté religieuse qui a des hôpitaux, comme on avait autrefois, mais aussi et surtout, l'Église doit être une autorité morale au-dessus des corporations et même de l'État. Il faut distinguer le corporatisme social, dont parlaient les catholiques dans les années 30, du corporatisme politique ou du corporatisme d'État des régimes fascistes. Parce que dans l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, on a effectivement créé des corporations, mais ces corporations n'avaient de corporatif que le nom. En fait, les fascistes, eux autres, n'avaient pas vraiment de discours économique. Ils sont allés chercher leur discours économique dans le discours anticapitaliste et antisocialiste de l'Église catholique, mais ils l'ont dénaturé. Alors, quand on a créé les corporations dans les pays fascistes, c'est l'État qui les créait, et le but, c'était en fait de faire disparaître les syndicats. C'était essentiellement ça, les corporations faisaient disparaître les syndicats, mais les corporations étaient tout simplement des rouages de l'État. Alors, c'est pour ça que c'est tout à fait contraire à ce que prônait quelqu'un comme François Béranger. Remarquez que dans les pays communistes, la même chose est arrivée avec les coopératives. Alors, dans les pays communistes, on a créé des coopératives à l'initiative de l'État et qui étaient finalement des rouages de l'État, alors que les vraies coopératives doivent être issues de la base. Malheureusement, le coopératisme n'a pas jamais vraiment été appliqué ou expérimenté à grande échelle. La Charte du travail qui avait été adoptée par le maréchal Pétain en France en 1941 allait dans ce sens-là. Alors, on y trouve tous les principes du coopératisme social, mais évidemment, les conditions de la guerre n'ont pas permis de mettre ça en œuvre. Après 1945, les catholiques se sont éloignés du discours corporatiste pour deux raisons. La première, c'est parce que ce mot-là avait été discrédité par son association avec le fascisme. Et la deuxième, c'est qu'on avait l'impression que c'était utopique, que c'était passéiste. Les corporations, c'était bon pour le Moyen-Âge, mais que ça ne pouvait plus exister dans un monde industriel. Alors l'Église s'est finalement orientée vers un autre discours. Dans le document du Conseil Vatican II, Gaudium et Spes, qui définit la doctrine sociale de l'Église, la doctrine moderniste de l'Église, il n'y a aucune allusion au corporatisme, on s'en allait plutôt vers un discours socialiste, écologiste et mondialiste. Et pourtant, le corporatisme existe encore dans la réalité, même s'il ne prend pas ce nom-là. Ça, François Béranger le faisait remarquer souvent qu'il y a encore dans la société, même au Québec, des éléments de corporatisme. Par exemple, dans les années 1990, une expression à la mode, c'était les grappes industrielles. Il y a toutes sortes de congrès, d'organisations qui étaient faites autour de ce concept de grappes industrielles, qu'on enseignait d'ailleurs au HEC. Mais Angers disait les grappes industrielles, c'est tout simplement ce qu'on appelait les corporations avant. Quand on parle, par exemple, des comités paritaires entre les
les patrons et les syndicats dans une usine, c'est une notion corporative. Quand on parle des sommets économiques régionaux, alors c'est du corporatisme. L'économiste français Alain Cotta a écrit un livre, c'est lui d'ailleurs qui a écrit Le petit que sais-je sur le corporatisme. Et il a écrit un livre au titre révélateur, Le corporatisme, stade ultime du capitalisme. Alors pour lui, en Europe, après 1945, en fait, on a construit une économie de type corporatisme sans dire le nom. Au Japon, il y aurait à peu près actuellement un tiers de l'économie japonaise qui serait organisée sur le mode coopératif. Alors, ils appellent ça, eux autres, les keiretsu. Alors, les keiretsu, c'est une agglomération d'entreprises actuellement chapeautées par une banque et qui vise à regrouper toutes les industries qui doivent se soutenir les unes les autres dans un même secteur d'activité. Et là, on ne parle pas d'ateliers médiévaux, là, on parle de compagnies comme Nissan, Yamaha, Hitachi. Alors ça, c'est organisé sur une base corporative au Japon. L'économiste Robert Boyer, que François Béranger cite d'ailleurs, souligne qu'on ne devrait pas parler du capitalisme, mais des capitalismes. Alors pour lui, il y a 5 formes de capitalisme dans le monde à l'heure actuelle. Et quand il parle de l'économie est-asiatique, c'est-à-dire Japon, Corée du Sud, Taïwan, tout ça, alors il appelle ça l'économie néo-corporatiste. Alors donc, vous voyez que le corporatisme, c'est loin d'être désuet, médiéval, dépassé. Habituellement, aujourd'hui, on associe le New Deal du président Roosevelt dans les années 1930 aux idées keynésiennes. Mais en fait, Keynes a commencé à avoir de l'influence seulement à la fin des années 30. Son livre a été publié en 1936. Le New Deal a commencé en 1933. Et Anger faisait remarquer qu'au départ, la politique du New Deal, c'était une politique corporatiste. Roosevelt avait créé la National Recovery Agency, qui visait à inciter les industries dans un même secteur d'activité à cesser de se faire une concurrence féroce, à se manger les uns les autres, et plutôt à collaborer en établissant des prix minimums, des salaires minimums, des conditions de travail. En fait, on voulait créer un régime de concurrence loyale à l'intérieur d'un système de libre entreprise. Mais ce qui est arrivé, c'est que la Cour suprême des États-Unis a déclaré la NRA inconstitutionnelle en disant que ça portait atteinte à la liberté d'entreprise et à la liberté de commerce. Et c'est après ça que le New Deal de Roosevelt va prendre plutôt une allure socialiste. À la fin des années 30, l'influence de John Maynard Keynes s'est faite sentir. Alors, Keynes, c'est l'économiste le plus célèbre et qui n'a pas. Disons, lui, il a essayé de trouver un moyen, en fait, de sauver le capitalisme. Mais Anger disait que dans les années 1920, Keynes avait écrit des articles qui allaient plutôt dans le sens du corporatisme. C'est au début des années 30 qu'il a comme changé son orientation en pensant avoir trouvé un moyen de sauver le capitalisme de la crise. Alors bon, c'est quoi le keynésianisme? En 2 mots, c'est l'État relance l'économie. En temps de crise, l'État relance l'économie par des gros investissements publics. Et deuxièmement, l'État crée des programmes sociaux pour soutenir les victimes du système capitaliste, parce que Keynes disait il y en aura toujours. Il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des chômeurs. Il faut les soutenir, sinon on va tomber dans la révolution communiste. Alors c'est à peu près ça l'idée de Keynes. Mais l'idée de Keynes, c'était de sauver finalement la liberté d'action de l'oligarchie financière, de ne pas toucher à la loi du marché. Mais il y avait un agenda caché avec ça, dont on ne parlait pas au début, mais maintenant on l'a vu. Alors, comment va-t-on sauver finalement le capitalisme? En taxant le peuple. Alors, l'agenda caché du keynésianisme, c'est le fardeau fiscal, qui va se développer de manière exponentielle après 1945. Alors, on vous présente souvent le keynésianisme comme une généreuse méthode pour venir en aide aux pauvres. L'État-providence est là pour venir en aide aux pauvres, supposément. Mais Keynes, c'est pas du tout comme ça qu'il le concevait.
Pour lui, l'État-providence avait pour but de venir en aide aux riches, de sauver les grandes entreprises de la faillite. Keynes était un homme de la haute finance et il travaillait dans l'intérêt de la haute finance. François Béranger avait, pour sa part, une vision aristotélicienne de l'argent. Contrairement à Keynes, il ne croyait pas que c'était par une réforme monétaire qu'on pouvait améliorer l'économie. Alors pour lui, l'argent, c'est strictement une unité de mesure dans les échanges économiques. Et il disait que ce qui allait mal dans l'économie, il prenait cette comparaison-là, ce qu'il disait, c'est pas l'essence, c'est le moteur. En comparaison de l'automobile, il dit qu'il faut changer les structures du moteur économique et non pas la structure de l'essence. Alors que Keynes, lui, croyait à l'effet magique d'une réforme monétaire. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine des fameux accords de Bretton Woods en 1944, qui a réorganisé le système monétaire mondial et qui a fait du dollar américain l'unité internationale. François Béranger a soutenu une vive controverse ici au Québec avec Louis Évin, qui était le théoricien du crédit social et qui diffusait chez nous les doctrines du major C.H. Douglas. Alors, qu'est-ce que les créditistes proposaient comme solution? C'était assez simple, que le gouvernement prenne de l'argent, qu'il en donne au monde, et puis il n'y aura plus de problème économique. Mais François Béranger faisait remarquer que c'est exactement ça que les gouvernements ont fait depuis 1945. Alors, ils disent, finalement, il n'y a pas de différence entre ce que Keynes propose et ce que les créditistes proposaient. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de lire dans mes recherches que John Maynard Keynes lui-même considérait le major Douglas comme un précurseur de sa pensée. Mais selon Anger, la mise en œuvre du crédit social aurait eu les mêmes effets que celle du keynésianisme, c'est-à-dire une très très forte inflation d'une part, et deuxièmement, le développement de l'étatisme. Dans les années 50-60, on était très très optimiste, c'était la grosse prospérité, puis tout le monde pensait que les crises économiques c'était fini, c'était une chose révolue. Keynes avait trouvé la manière de... Il y avait des ralentissements, mais les gouvernements réussissaient toujours à reprendre le contrôle grâce aux politiques keynésiennes. Mais Anger était très sceptique face à ça. Et finalement, la stagflation des années 1970 lui a donné raison. La crise économique qui s'en est suivie dans les années 80 a complètement discrédité les idées de John Maynard Keynes. Mais sauf que le monde occidental n'a pas trouvé mieux à faire que de revenir finalement au principe du capitalisme sauvage de l'école de Manchester avec les économistes néolibéraux comme Friedrich Hayek et Milton Friedman. Anger avait une réponse à ça. Il disait non, le capitalisme a échoué, le socialisme a échoué, pourquoi on n'essaie pas d'autre chose? Mais finalement, on se promène toujours de l'un à l'autre, soit du keynésianisme, soit du néo-capitalisme. Mais qu'est-ce que ça a donné? Finalement, les politiques de Reagan, de Thatcher, qui s'inspiraient de Hayek et de Friedman, il y a eu à nouveau une crise financière en 2008, une crise financière comparable à celle de 1929. Alors donc, la libéralisation des marchés n'a pas amené ni la stabilité, ni la prospérité universelle qu'on nous promettait dans les années 80. En 2000, François Béranger a fait sa dernière conférence à l'école des HEC. Il faut dire qu'il passait un petit peu les HEC au cash sur plusieurs points. Et il disait qu'il fallait revenir à une gestion nationale de l'économie. Donc, il s'attaquait au culte du libre-échange, au mythe de la main illisible d'Adam Smith. Et il disait qu'il fallait revenir à une gestion associationniste et solidariste. Il n'employait pas le mot corporatisme, mais c'était l'idée. Parce qu'après la guerre, Anger n'a jamais démordu de l'idée corporatiste, même lorsqu'elle va être abandonnée par l'Église catholique. Sauf que parfois, il l'appelait autrement, il appelait ça l'économie sociale, ou enfin des mots qui passaient mieux, mais l'idée restait. Toutefois, la plus grande idée de François Béranger, ce n'est pas le corporatisme, c'est plutôt le coopérativisme. Son meilleur livre s'intitule « La coopération de la réalité à la théorie économique ». Ça a été publié en 1974.
1974, ça a été traduit en plusieurs langues et ça l'a fait connaître Angers partout dans le monde. Alors, c'est quoi une coopérative? Une coopérative, c'est une association soit de personnes, soit d'entreprises qui veulent mettre leurs ressources en commun dans un but soit économique, social ou culturel. Ici, je vais parler surtout des coopératives d'ordre économique. C'est fondé sur l'idée d'une entraide communautaire et ça vise à supprimer les intermédiaires inutiles, les nombreux intermédiaires qui apportent toujours une partie du profit dans l'activité économique. La coopérative repose sur un principe démocratique, un membre, un vote, contrairement aux entreprises capitalistes qui reposent sur l'idée de propriété. Si dans une entreprise capitaliste, vous avez 20% des actions, bien, vous avez 20% des droits de vote pour l'élection du conseil d'administration, mais dans une coopérative, c'est le principe de l'égalité. La coopérative vise quand même à la rentabilité. Ce n'est pas une œuvre de charité, ce n'est pas une œuvre à but non lucratif, sauf que les profits, au lieu de retourner aux actionnaires, ils retournent aux membres à égalité sous le nom de ristourne. Tout type d'activité peut être organisé en coopérative. Alors, même une école, ça pourrait être une forme coopérative, il y en a très peu, mais ça existe. Là où les coopératives se sont surtout développées, c'est dans le domaine du commerce. En fait, ça a commencé en 1844 avec le mouvement de la Société des équitables pionniers de Rochdale en Angleterre. Société des équitables pionniers. Bon, vous pouvez imaginer que ça baignait un peu dans un protestantisme évangélique, cette affaire-là. Mais n'empêche que le but, c'était de libérer les tyrans de Rochdale de l'exploitation. Alors, donc, la coopérative avait ses usines, avait ses magasins, avait ses troupeaux de moutons, avait même des logements pour ses ouvriers. En fait, il essayait d'aller chercher le plus possible d'étapes intermédiaires dans la fabrication pour se libérer de ces accapareurs parasitaires que sont les intermédiaires. Ça s'est développé très rapidement en Angleterre. Actuellement, en Angleterre, il y a une coopérative d'alimentation, par exemple, qui a 7 millions de membres. Ça s'est étendu dans d'autres pays européens et c'était un moyen de lutter contre le capitalisme sauvage, mais un moyen plus pacifique et plus efficace, sans doute, que le socialisme. Aujourd'hui, il y aurait 3 millions de coopératives dans le monde et 12% de la population mondiale serait membre d'une coopérative ou d'une autre. Mais ils ne se faisaient pas trop d'illusions là-dessus. Ils disaient dès qu'une entreprise canadienne-française va devenir le moindrement importante, elle va être achetée par des intérêts étrangers. Et c'est effectivement ce qu'on a vu récemment avec l'effondrement de ce qu'on surnommait le Québec Inc. Alors, les grandes entreprises canadiennes-françaises comme Provigo, Rona, le Cercle du Soleil, Bombardier, ils ont tous été rachetés par des intérêts étrangers. Pardon, monsieur, est-ce que les coopératives des jardins, ça existe? J'en parle à la fin de la conférence. Alors, toujours est-il que Angers disait qu'on ne libérera pas les Canadiens français de l'oppression économique anglo-saxonne par le capitalisme, mais pas plus par le socialisme. En fait, il disait on n'est pas pour se libérer du capital étranger pour devenir esclave de l'étatisme national. Il donnait l'exemple de la Finlande. Les Finlandais étaient un petit peu dans la même situation que les Canadiens français. La Finlande faisait partie de l'Empire russe au 19e siècle et l'économie finlandaise était contrôlée par des Russes. Mais les Finlandais, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ont réussi à reprendre le contrôle de leur économie par les coopératives et ils ont obtenu leur indépendance politique en 1917. Lui-même, Angers, qui était un homme pratique, c'est vraiment pas un théoricien désincarné, il a travaillé à créer des coopératives en association avec Mme Berthe Chaurès-Loire, qui était très active dans le mouvement coopératif à Montréal. Alors, ils ont fondé une mercerie qui s'appelait La Bonne Coupe et un magasin d'alimentation, une coopérative d'alimentation qui s'appelait La Familiale. Mais ces entreprises-là n'ont pas eu beaucoup de succès. En fait, c'est parce que les petits marchands indépendants, familiaux, canadiens-français, s'y opposaient. Alors, eux autres, ils disaient, mais
pourquoi développer des coopératives dans le domaine des magasins d'alimentation alors qu'on contrôle déjà, nous autres, les Canadiens français, ce domaine-là? Mais Angers leur faisait une mise en garde. Il disait, si vous ne voulez pas vous regrouper en coopérative, vous allez finir par être balayé par les grandes chaînes d'alimentation. Et c'est effectivement ce qui est arrivé dans les années 1960. Les petits marchands canadiens français n'ont pas été capables de résister à la concurrence de Steiner. Mais dans les années 80, une grande entreprise francophone, Provigo, a réussi à fusionner tous les marchands d'alimentation au Québec, une vingtaine d'entreprises moyennes, dont le fameux Steinberg. Alors on voyait ça comme une grande victoire du nationalisme québécois d'avoir racheté le fameux Steinberg. Mais, et d'ailleurs, dans les années 80, Provigo faisait la fierté du Québec. On disait à ce moment-là que le Québec était passé de l'État-providence à l'État-Provigo. C'était le culte du Québec Inc., des hommes d'affaires canadiens-français. Enfin, on avait prouvé qu'on avait le sens des affaires autant que les Anglais. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Provigo a été racheté par le géant canadien-anglais de l'alimentation d'eau classe. Ça existe encore, Provigo, il y a encore le même nom, mais il faut remarquer le logo. Alors, c'est le même logo que l'eau blanche. Angers se penchait beaucoup sur la question des causes de l'infériorité économique des Canadiens français. Alors, c'était traditionnel, les patrons étaient les Anglais, les ouvriers étaient les Canadiens français. En 1957, l'historien Michel Brunet a lancé la légende de l'agriculturisme. En fait, lui, ce qu'il pensait, Brunet, c'était il disait que c'était le clergé catholique qui avait voulu maintenir les Canadiens français dans la vie agricole par peur de la modernité. Brunet citait le célèbre sermon de Monseigneur Louis-Adolphe Paquette, qui était le doyen de la faculté de théologie de l'Université Laval, et son sermon sur la vocation de la race française en Amérique, où il disait « Notre mission est moins de manier les capitaux que de remuer les idées. Elle consiste moins à allumer le feu des usines qu'à faire rayonner le foyer lumineux de la religion. » Mais Brunet, c'était pas la suite. Je ne prêche pas à mes concitoyens un renoncement fatal aux intérêts économiques. La richesse n'est interdite à aucun peuple. Elle est même la récompense d'initiatives fécondes, d'efforts intelligents et de travaux persévérants. En fait, la légende de l'agriculturisme n'a reposé strictement sur rien. C'était carrément ridicule. Aujourd'hui, tous les historiens la répètent. Mais elle a eu beaucoup de succès dans les années 50 et 60 parce qu'il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle le néo-nationalisme, qui s'exprimait notamment dans le journal Le Devoir, la revue Citoyenne et la Radio-Canada, et qui préparait finalement la Révolution tranquille et qui entendait séparer la culture québécoise de la religion catholique. C'est d'ailleurs une des sources d'inspiration de la réforme pédagogique des années 60, parce que qu'est-ce que le rapport Parent a dit? Il disait, si les Québécois veulent relever le défi économique, il faut qu'ils adoptent une pédagogie de type américain. Pourquoi? Parce qu'au fond, notre vieille pédagogie classique, catholique, nous maintenait dans l'infériorité économique. Alors, on est donc passé d'un système pédagogique axé sur la littérature et la philosophie à un système pédagogique utilitariste axé sur les mathématiques essentiellement. Mais en réalité, François Béranger faisait remarquer qu'à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de grands hommes d'affaires canadiens-français qui étaient au même niveau que les plus grands hommes d'affaires anglais de Montréal à ce moment-là. Par exemple, Louis-Joseph Forget, qui a fondé en 1901 la première compagnie d'électricité de Montréal. Il était loin d'être pauvre, comme vous pouvez voir avec la maison qui s'est faite construire là, en 1900. Et puis il y en avait plein d'autres dans d'autres domaines. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après 1910, toutes ces entreprises-là ont été déclassées par des Anglais, enfin ont été rachetées par des Anglais parce qu'il fallait qu'ils grossissent et il n'y avait pas les capitaux qui est suffisant pour aller plus loin parce qu'ils n'avaient pas accès aux prêts des banques londoniennes. Donc pour Angers, c'est un manque de capital
qui explique l'infériorité économique des Canadiens français et non pas le fait qu'on ait un système d'éducation catholique. Mais vous remarquerez que le premier Québec Inc., ben, il est disparu au début du 20e siècle, comme le deuxième Québec Inc. est disparu au début du 20e. Angers soulignait aussi que la politique économique du gouvernement fédéral avait nui au développement du Québec. La recherche industrielle au Canada, ça a commencé à Montréal. Normalement, ça aurait dû se faire, comme ça s'est fait dans la plupart des pays, s'étendre par rayon concentré. Aux États-Unis, par exemple, ça a été comme ça. Ça commence à New York et finalement, tout le nord-est des États-Unis se développe par rayon concentré à partir de New York. Mais le gouvernement canadien a voulu faire de Montréal un simple port d'entrée dans une structure économique plutôt est-ouest qui était centrée sur Toronto. Alors, la conclusion de François-Albert Angers, c'était que si les Canadiens français veulent reprendre le contrôle de leur économie, c'est en faisant l'indépendance politique et non pas en décatholicisant leur système d'éducation et leur société. Depuis 1945, les États au Canada, comme partout dans le monde, sont très, très interventionnistes. Maintenant, les gouvernements vont chercher plus de la moitié des revenus des citoyens. Ça a amené dans notre contexte fédéral canadien un phénomène de centralisation. On a vu que le gouvernement fédéral a commencé à vouloir se mêler des champs de juridiction provinciaux, ce qu'il ne faisait pas avant 1940. Le fédéralisme canadien était très décentralisé entre 1867 et 1940, ne serait-ce que par non-interventionnisme. Ottawa ne se mêlait pas des questions provinciales, puis les provinces ne se mêlaient pas de rien non plus. Mais ça va changer à partir de la fin des années 30 avec le rapport de la commission Howard-Sirois qui a recommandé au gouvernement fédéral de créer tout un système de programmes sociaux, assurance chômage, allocation familiale, pension de vieillesse, assurance maladie. Et en 1950, le rapport de la commission Massé-Lévesque a recommandé au gouvernement canadien de financer le développement d'une culture canadienne qui soit différente de la culture britannique et de la culture américaine, notamment par une politique de subvention aux universités. Mais il se trouve que les affaires sociales et l'éducation, ça relève des provinces. Alors là, c'était le conflit, pas tellement avec les provinces anglaises, parce que les autres qui acceptent la centralisation fédérale, puisque pour eux, Ottawa, c'est leur gouvernement national. Mais les Canadiens français, eux autres, estimaient, déjà dans les années 50, que le gouvernement national canadien-français, c'était Québec. Alors, ça va être le grand combat de Maurice Duplessis pour l'autonomie provinciale. Angers a appuyé cette politique de Duplessis, même s'il restait critique sur d'autres aspects de son administration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la centralisation fédérale se fait dans une optique keynésienne. En fait, c'est pas que Ottawa voulait prendre le contrôle des affaires sociales ou de l'éducation pour assimiler les Canadiens français, comme certains nationalistes se le sont imaginés. C'était pas tellement ça qui était le but, c'était d'avoir finalement un mécanisme qui permettait de régulariser l'économie. Alors, donc, Keynes disait qu'en temps de ralentissement économique, il fallait que l'État investisse pour relancer la roue. Mais pour qu'il puisse faire ça, il faut que l'État soit très présent dans le champ économique. Donc, il faut que l'État aille chercher beaucoup d'impôts et dépense beaucoup d'argent. En temps de guerre, il n'y avait pas de problème. On fait ça pour l'armée. D'ailleurs, c'est la guerre qui avait relancé, qui avait sorti le Canada de la crise en 1939. Mais là, on est rendu en temps de paix, c'est moins justifiable. Alors, c'est pour ça que les partisans de l'État-providence ont dit qu'on va mettre toute la guerre contre les régimes fascistes est finie, on va mener la guerre contre la pauvreté. Et puis, ils ont maintenu tout le fardeau fiscal qui avait déjà été installé pendant la guerre et ils l'ont même augmenté. Mais pour François Béranger, c'est pas en donnant des prestations sociales aux gens qu'on améliore leurs conditions économiques, c'est tout simplement en augmentant leur salaire. Alors, il fallait avoir des salaires familiales, raisonnables, plutôt que d'avoir des prestations sociales. Mais
Regardez la logique. Vous êtes un politicien. Alors là, vous promettez aux gens de leur envoyer des chèques avec de l'argent que vous allez chercher dans les poches du peuple. Ça vous aide à vous faire élire. Par contre, pour augmenter les salaires, vous êtes un politicien, vous devez convaincre les patrons d'aller chercher les hausses de salaire dans le profit. C'est un peu plus difficile, disons. Alors, voyez donc que finalement, l'État-providence avait pour but non pas tellement d'aider les pauvres que d'aider les riches. François Béranger n'avait vraiment pas beaucoup d'estime pour John Maynard Keynes. Il disait que la soi-disant révolution keynésienne, c'était finalement quelques articles qui avaient été rassemblés dans un ouvrage en 1936. Il disait que Keynes ne faisait que reprendre finalement les lieux communs des économistes classiques qui l'avaient précédé, mais il enrobait ça dans un langage obscur, avec des théorèmes mathématiques et tout ça. Mais finalement, Keynes aurait été une espèce de fumiste pistonné par la haute finance. Albert Anger avait une conception très classique de la science économique. Il disait que les économistes devaient s'exprimer en langage littéraire et non pas en langage classique. Mais à partir des années 1960, les sciences économiques ont devenu de plus en plus mathématiques. En fait, ils veulent se donner une allure scientifique, une allure de science exacte, ce qu'elles ne sont pas du tout. Anger faisait remarquer que la science économique, en fait, c'est une étude du comportement humain et qu'on ne peut pas avoir des certitudes dans ce domaine-là. Il va même jusqu'à dire que les sciences économiques sont moins scientifiques que la sociologie. Alors, c'est pas peu dire ça. Alors, donc, lui restait attaché à ce qu'on appelait autrefois l'économie politique. On attribue souvent au capitalisme tous les progrès matériels qu'on a connus au 19e et au 20e siècle. Mais en Russie aussi, il y a eu beaucoup de développement économique, il y a eu une révolution industrielle importante après la révolution communiste. Il n'y a personne qui associerait ça au marxisme, par exemple. On va dire, oui, les progrès économiques en Russie, ils sont vrais, mais c'est malgré le marxisme, c'est pas grâce au marxisme. Mais par contre, en Occident, on dit que c'est grâce au capitalisme. Mais Anger se posait la question, il dit c'est peut-être tout simplement le progrès scientifique et technique qui explique la hausse du niveau de vie. C'est pas l'idéologie de la société. Et Anger disait, on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que ça aurait donné les mêmes progrès scientifiques dans le cadre d'une société chrétienne et corporatiste. On aurait probablement eu la même hausse du niveau de vie, mais avec beaucoup moins d'instabilité et beaucoup moins d'injustice. Quand on pense au capitalisme aujourd'hui, on associe l'idée du capitalisme avec l'idée de la hausse de la production des biens matériels. Mais au départ, le capitalisme n'avait pas pour but de hausser la production, mais d'assurer la liberté. En fait, le père du capitalisme, Adam Smith, c'est un homme de la philosophie des Lumières. On est au 18e siècle. Et ce qu'il veut, lui, c'est de libérer les marchands de ce qu'il considérait être l'oppression des anciennes corporations métiers, des traditions locales, des rois, de l'Église et tout ça. En fait, il voulait libérer les marchands des corporations de la même manière que Jean-Jacques Rousseau voulait libérer le peuple des rois et que Voltaire voulait libérer les consciences de l'Église. C'est l'idée de liberté qui est à la base du capitalisme. Et cette idée qui fait de la liberté un absolu, c'est l'idée majeure de la philosophie des Lumières et c'est une idée définitivement anti-chrétienne. François Béranger voulait prêcher par l'exemple. En 1947, il décide de ne pas inscrire ses enfants au programme d'allocation familiale qui avait été instauré par le gouvernement fédéral en 1945. Alors, ça, c'était très, très populaire, les allocations familiales, qui c'est qui n'aime pas ça, recevoir des chèques. Béranger, lui, n'en voulait pas de chèques. Et tenez-vous bien, il a été condamné à une amende parce qu'il n'a pas voulu encaisser l'argent de l'État. Il faut le faire.
Mais il a porté la cause devant les tribunaux et qu'il y avait l'inconstitutionnalité des allocations familiales pour deux raisons. La première, c'est que la famille, ça relève des provinces. Puis la deuxième, c'est qu'il plaidait que ça portait atteinte au principe de l'autorité des parents sur les enfants. Parce que dans la loi, il était spécifié qu'un fonctionnaire pouvait vérifier si l'argent des allocations était vraiment dépensé par les parents dans l'intérêt des enfants. Évidemment, il n'y a jamais eu aucune enquête à ce sujet-là, mais le principe était quand même là. Et Angers était du genre à comprendre qu'un principe va toujours jusqu'au bout de sa logique si on ne l'arrête pas au départ. Et là, c'était le principe finalement de l'État éducateur contre lequel il voulait se battre. Son avocat était nul autre que Jean Drapeau, le futur maire de Montréal. Et Duplessis a financé les frais puisque ça touchait à la question de l'autonomie provinciale. Mais évidemment, François Béranger a perdu sa cause devant la Cour fédérale. En 1953, Duplessis a créé une commission d'enquête sur les relations fédérales provinciales et c'était à la suggestion de Esdras Mainville. La commission d'enquête était présidée par le juge Thomas Tremblay, qui était un ami personnel de Duplessis, mais les véritables rédacteurs du rapport, c'était trois disciples de Lionel Groulx, Esdras Mainville, François Béranger et le jésuite Richard Arès, qui était un spécialiste du droit constitutionnel. Le rapport Tremblay, qui est publié en 1956, peut être considéré comme la Bible du nationalisme canadien-français traditionnel. Il affirme que l'État provincial de Québec, c'est l'État national des Canadiens français. Et d'ailleurs, ça a été c'est la base finalement de toute la politique constitutionnelle qui va être suivie par tous les gouvernements depuis Duplessis jusqu'à nos jours. Mais c'était aussi une espèce de chant du cygne dans le sens qu'on voyait poindre la Révolution tranquille. En 1954, Duplessis a créé un impôt provincial sur le revenu. L'idée venait de François Béranger, mais elle avait été présentée à Duplessis par le juge Tremblay. Si c'était venu directement d'Angers, Duplessis n'aurait jamais accepté ça. Mais en le faisant passer par quelqu'un d'autre, ça marchait. Et donc, c'est probablement le point le plus positif des travaux de la commission Tremblay. Et le premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, a accepté de déduire l'impôt provincial de l'impôt fédéral pour que les Québécois ne soient pas doublement taxés. C'est l'une des rares fois où on a vu Ottawa reculer devant Québec dans l'histoire de la Confédération canadienne. Mais il faut comprendre qu'Angers était contre la centralisation, pas rien que la centralisation fédérale. Pour lui, ce n'était pas une question de rapport de force entre Québec et Ottawa. Il était contre la centralisation parce qu'il voulait défendre la liberté chrétienne face à l'État léviathan. Et dans le rapport Tremblay, il y a une espèce de mise en garde prémonitoire. Je pourrais dire que c'est quasiment une condamnation à l'avance de la Révolution tranquille. Alors, on dit ceci. Ce qui donne un sens à l'autonomie provinciale, ce n'est pas que telle fonction soit exercée par le gouvernement de la province, mais qu'elle soit exercée dans tel esprit. Une politique sociale d'inspiration chrétienne, selon les formes traditionnelles, est la seule qui justifie pour la province de Québec d'exiger son autonomie. Alors, autrement dit, qu'est-ce que ça donne au Québec d'être autonome ou même d'être souverain si c'est pour construire une société aussi libérale, aussi multiculturelle et aussi déchristianisée que celle que nous avons déjà dans la Confédération canadienne? François Béranger a peut-être été le seul nationaliste à s'être opposé à la nationalisation de l'hydroélectricité en 1963. En 1962, il y avait Hydro-Québec, une société d'État qui avait été créée depuis 1944, qui, elle, desservait Montréal et certaines régions éloignées. Mais il y avait aussi 43 petites coopératives régionales de distribution d'électricité dans les zones rurales.
Or, le ministre des Ressources naturelles, René Lévesque, lui, voulait tout nationaliser, les entreprises privées, mais aussi les coopératives, parce qu'il voulait créer un monopole d'État Hydro-Québec. Angers s'y opposait pour différentes raisons. D'abord, il estimait que le projet s'inspirait d'une idéologie socialiste de mauvaise loi, que ça allait à l'encontre du principe du rôle subsidiaire de l'État, parce qu'il disait ben, d'autres gens que le gouvernement sont capables de faire de l'électricité. Il soulignait qu'un monopole, qu'il soit public ou privé, n'est jamais à l'avantage des consommateurs. Et qu'on se faisait des illusions en s'imaginant qu'une société d'État est toujours au service du peuple. En réalité, une société d'État est plutôt au service du gouvernement, sinon même au service d'elle-même, de sa propre organisation. Il disait aussi que les 600 millions de dollars qui seraient versés à la Shawinigan Water and Power pour acheter ces biens, ben, c'était finalement 600 millions de dollars qui allaient aux Anglais, qui seraient investis sans doute à l'extérieur du Québec. En fait, Angers était pour la nationalisation au sens premier du terme, c'est-à-dire que les Canadiens français prennent possession de leurs ressources hydroélectriques, oui, mais pas nécessairement par la voie de l'étatisation. Pour lui, la coopération pouvait être une voie de nationalisation. Et il s'inspirait à cet égard-là de l'exemple américain, encore une fois, on revient à Roosevelt en 1935, qui avait créé dans les régions rurales des coopératives, parce que les compagnies privées ne voulaient pas desservir les régions rurales, c'était pas assez rentable. Alors donc, finalement, le gouvernement n'a pas non plus créé une société d'État. On a créé des coopératives qui aujourd'hui existent encore et qui ont souvent la taille de l'Hydro-Québec. C'est des très grosses entreprises, ces coopératives d'électricité américaines. Au Québec, on a fait la même affaire avec la loi sur l'électrification rurale en 1945, qui avait permis de créer des coopératives d'électricité rurale, sauf que le gouvernement du Québec n'a pas favorisé le développement de ces coopératives-là autant qu'on l'avait fait aux États-Unis. Mais les nationalistes, eux autres, avaient rien un mot à la bouche, c'était la nationalisation. Depuis les années 1930, ils militaient en faveur de la nationalisation dans le cadre d'une lutte qui menait contre les trusts anglo-saxons. Mais François Béranger se moquait un petit peu de leur attitude et il a écrit un texte qui n'a pas dû être apprécié dans tous les milieux nationalistes à ce moment-là, en 1963. Il dit « On dirait que nous sommes encore une tribu de primitifs qui ne peuvent pas aborder leurs problèmes en adultes et qui ont absolument besoin d'égorger quelques victimes sacrificielles pour se donner confiance à eux-mêmes. » Alors, la fameuse victime sacrificielle, c'était la méchante compagnie anglaise, la Shawinigan Water and Power. Le problème, c'est, selon Angers, c'est que le corporatisme n'avait pas été suffisamment enseigné, notamment dans les universités au Québec. Alors, depuis les années 50, dans toutes les universités au Québec, on avait des cours de relations ouvrières. Mais les cours liés d'ailleurs au syndicat, mais ces cours de relations ouvrières étaient en fait des cours de socialisme. Mais il n'y avait aucune chaire d'enseignement du coopératisme. À la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, c'était un bel exemple. C'était dirigé par le dominicain Georges-Henri Lévesque, qu'on a surnommé par la suite le père de la Révolution tranquille. Et effectivement, vous avez un virage socialiste qui s'entreprend là. Et Georges-Henri Lévesque et François-Albert Angers ont été à couteau tiré toute leur vie. J'ai lu les mémoires de Georges-Henri Lévesque qu'on présente toujours comme un grand adversaire de Duplessis. J'ai été surpris dans ces mémoires de voir qu'il n'est pas tant contre Duplessis qu'il y a même un certain respect pour Duplessis. Mais son ennemi juré, l'homme à la date pour lui, c'est François-Albert Angers. Le mouvement des jardins, on y arrive là. Alors, le mouvement des jardins, c'est le plus beau fleuron, évidemment, du coopératisme. C'est la plus belle réussite coopérative au Québec et peut-être une des plus belles coopératives dans le monde. Mais on peut se demander si elle a encore l'esprit coopératif de ses fondateurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les caisses locales sont encore des coopératives.
mais que les caisses locales ont beaucoup d'influence dans l'ensemble de l'organisation, et ça, c'est depuis 1972. En 1972, le président de la Fédération des caisses populaires, Alfred Rouleau, et son conseiller juridique, Claude Bélan, avaient demandé à l'Assemblée nationale de modifier la loi de Desjardins pour créer la Société d'investissement Desjardins, qui, elle, n'était pas une coopérative, mais qui va finir par devenir prépondérante dans l'ensemble de l'organisation. À l'époque, il y avait certaines fédérations régionales qui avaient protesté contre ce changement-là. Et François Béranger lui-même avait vu le problème parce qu'il écrit dans son livre « La coopération » en 1974. Il est difficile de comprendre pourquoi on n'a pas pensé de permettre aux caisses locales de devenir membres actionnaires votants de la société d'investissement. Il nous semble que cela eût été dans l'esprit même de développement coopératif, où l'on doit toujours être soucieux d'assurer le plus possible la participation de la base. Claude Bélan a lui-même dénoncé la dérive capitaliste de Desjardins dans ses mémoires, plus tard, en soulignant entre autres que maintenant, Desjardins vont investir à l'étranger plutôt qu'au Québec lorsque c'est plus rentable. En 2008, Desjardins a élu à la présidence Monique F. Leroux, qui était une cadre supérieure de la Banque Royale. Donc, Desjardins va chercher ses cadres maintenant à l'extérieur. Et Claude Bélan a critiqué le fait qu'elle recevait un salaire de 2,5 millions de dollars par année. Alors que lui-même, Claude Bélan, quand il a pris sa retraite comme président du mouvement Desjardins en 2000, il gagnait 80 000 $ par année. Et l'actuel président, Guy Cormier, lui, est rendu à 5 millions par année. Alors là, la question qu'on peut se poser, quand on a des salaires de riches comme ça, on finit par fréquenter des riches, on finit par penser comme des riches et dans l'intérêt des riches. Est-ce qu'on peut encore avoir l'esprit d'entraide communautaire d'Alphonse Desjardins? Mais Claude Bélan a fait une critique qui était juste, mais il ne s'était pas rendu compte que c'est lui-même qui avait amorcé ce virage-là dès 1972. En fait, il est comme tous ceux qui ont fait la Révolution tranquille. Ils critiquent les conséquences, mais ils ne remontent jamais aux causes. Ils disent « c'est pas ça qu'on voulait », mais ils disent jamais « je me suis trompé ». Il est à classer au rayon des apprentis sorciers. Alors que François Béranger, lui, on devrait plutôt le classer au rayon des prophètes qui disaient « je vous avais prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté ».